sont les particularités des palétuviers? Ça retient l'eau. Alors ça vit dans l'eau, principalement, ils ont les pieds dans l'eau, effectivement. Et ils vivent dans des milieux où il y a plus ou moins du sel. On est d'accord? Donc parfois c'est de l'eau salée de la mer. On verra des espèces qui vivent carrément dans l'eau tout à l'heure. Oui? Et les deux petits points, c'est les glandes à sel. Oui, bon ben voilà, d'un spécialiste. Alors le palétuvier, par ses petites glandes, va excréter le sel. Donc vous viendrez voir tout à l'heure, tout proche, à quoi ça ressemble. Et là, j'en ai un autre de palétuvier. Alors les feuilles sont comment là? Elles sont pointues. Alors effectivement, les feuilles sont opposées et pointues. Et ça, c'est caractéristique du palétuvier. Non. Le noir. Exactement, le palétuvier noir. Le 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides. Donc c'est l'occasion pour tout le monde de prendre un temps d'arrêt sur les zones humides, leur intérêt, ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent, et de les mettre en avant. Donc à l'Office de l'eau, nous avons souhaité organiser avec le concours de l'association Résilience un événement pour marquer cette journée, inviter la population à mieux connaître ce milieu particulier. Et donc avec l'association Résilience, nous avons organisé cette balade autour des différents milieux humides que nous pouvons trouver dans cette zone. Donc cette feuille, elle est tombée d'elle-même à l'instant là à nos pieds. Déjà, est-ce que vous pouvez reconnaître de quelle espèce il s'agit? Le palétuvier. Blanc. Exact, c'est le blanc, bravo. Et vous voyez, elle est tombée, elle est plus jaune, elle est jaunie. Et ça en fait, c'est aussi une faculté des palétuviers, c'est qu'ils vont pouvoir accumuler le sel dans une seule des feuilles d'un bouquet. Donc vous devez pouvoir voir quelques feuilles jaunes par-ci par-là. Et en fait, ces feuilles fonctionnent comme des kamikazes, on pourrait dire. Enfin, d'elles-mêmes, elles vont se dire, c'est moi qui vais ingérer tout le sel du sol, et une fois que je peux plus survivre parce que j'ai trop de sel, je vais tomber. Et ça permet de faciliter et d'amener la survie du coup de l'arbre en lui-même et des feuilles aux alentours. Alors, est-ce que vous savez pourquoi elle se ferme comme ça, cette plante? Mode de défense. Ouais. Pas qu'on l'écrase. Alors, si on marche dessus. Alors pourquoi c'est un mode de défense? Ça fait penser à quoi là quand c'est fermé? Un épée. Ouais, une épine comme ça. Et donc les bœufs par exemple, ils vont pas manger ça. Ils vont penser que c'est une épine et ils vont pas aller manger ça. On se dira c'est comme les piquants, donc on va pas manger. Donc là, c'est vraiment un mode de défense. Et vraiment, dès qu'on les touche, hop, ça se ferme. Donc il y a plusieurs espèces, mais celle-là, c'est celle qu'on appelle la sensitive ou Mamselle Marie. Donc ça, c'est typique des plantes des zones humides. On les trouve souvent dans les milieux où il y a un peu d'eau. Elle ne peut pas pousser dans les zones où c'est sec. Voilà, ça c'est le monarque. On va voir là. Donc comme tous les papillons, hein, le cycle de vie, ça commence par des œufs qui se transforment au bout de quelques jours en une toute petite chenille qui grandit, qui grandit, qui grandit. Au bout de 3 semaines, se suspend, se transforme en chrysalide. Au bout de quelques jours, se transforme en papillon. Alors là, quand il sort, ça dure quelques secondes. Après, il reste 1 heure, 2 heures, 3 heures suspendu avant de s'envoler. Voilà l'accouplement. Et donc voilà, l'espèce, le monarque, lui, sa plante hôte, c'est la petite plante qu'on voit là-bas, une asclépiade, et également des grands arbres qu'on appelle l'arbre à soie ici, avec des grosses feuilles qu'on pourrait voir dans des milieux comme ça. Voilà, vous voyez, donc entre le moment là où il va sortir, ça c'est 15 secondes. Quoi. Moi je m'occupe d'oiseaux, là je fais partie de l'association Amazona, qui travaille sur les oiseaux depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Donc pour l'étude, des inventaires, protection, beaucoup aussi dans le milieu scolaire pour sensibiliser, faire connaître les oiseaux, les différentes problématiques qu'il y a autour de la protection et de la vie faune guadeloupéenne. Également sur les insectes, particulièrement les papillons, de jour. Comment s'appelle la plante avec les fleurs jaunes? Là, la plante avec les fleurs jaunes. Vas-y la fleur. C'est ça. C'est du girofle, mais c'est du girofle d'eau. Qui se mange pas. C'est-à-dire que, je crois pas que ça se mange en tout cas. Par contre, quand vous trouvez ça dans des endroits, c'est une plante vraiment caractéristique des milieux humides. Et même si vous voyez qu'une zone est sèche et que vous voyez cette plante-là, ça veut dire que c'est une zone qui accueille de l'eau, une bonne majorité de l'année en tout cas. Aujourd'hui, c'est la 2e édition de l'événement Zone humide, l'eau c'est la vie en partenariat avec l'Office de l'eau.
La manifestation qui se déroule sur toute une journée a pour objectif de sensibiliser les grands et les petits à l'importance des zones humides. Donc les zones humides, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on y trouve et pourquoi les protéger. Et donc la manifestation s'organise en 2 temps. Le matin, on fait une éco-balade au départ du Helleu, depuis notre écolieu, jusqu'à la place de Bois-Jolant. Et c'est très intéressant et pédagogique puisqu'on voit de nombreux cas de zones humides. On a des mares, on a des mangroves, on a le lagon, donc on apprend plein de choses. On voit des espèces de végétaux, mais également des animaux. Et donc voilà, donc l'idée c'est d'émerveiller vraiment le public à cette thématique. Et notre association, du coup Résilience, œuvre pour la protection de l'environnement d'une part, mais aussi tout ce qui est la sensibilisation du grand public et l'expérimentation d'alternatives durables comme la permaculture. On développe un écolieu où on fait du jardin créole, où on apprend le consommer, on réapprend l'autonomie alimentaire, énergétique, donc toujours dans l'optique que l'homme vive en harmonie avec la nature. On explique qu'il faut faire super attention aux outils qu'on utilise parce qu'on pourrait très bien ici venir retirer la laitue d'eau, mais si on va dans une mare, l'autre mare par exemple qui était super jolie où on a vu l'exuvie de libellule, etc. Si avec les mêmes outils qui ne sont pas nettoyés on va là-bas, eh bien on va venir introduire la laitue d'eau et pareil après elle va venir se développer et au même titre qu'ici empêcher la lumière de passer et tuer les espèces et rendre toute cette eau sans oxygène. Elle ne vient pas de Guadeloupe, cette laitue d'eau, et elle est plus compétitrice que d'autres espèces. Ça a été introduit, oui, la laitue d'eau. Alors à part quel vecteur, difficile de savoir. Maintenant, aujourd'hui, les mares normalement se créent grâce aux rivières et au changement de lits, d'espace. Mais nous, maintenant, on a essayé de tout compartimenter, on a fait des constructions, etc. Donc on pousse la rivière à rester sur son même axe. Donc il n'y a plus de création naturelle des mares. C'est pour ça que nous, on essaye de travailler à la préservation de ce qui existe. Ça pourrait être utilisé par exemple en sortie des stations d'épuration. Tu as des bassins avec des laitues d'eau, des jacinthes aussi. Hop, tu récupères, tu fais du compost et tu remets dans les champs. Et même la laitue d'eau, elle va pas repousser dans les champs. Puisque c'est dès que là, en quelques heures, quand il n'y a plus d'eau, elle finit par mourir. Nous sommes très heureux de cette journée puisque nous avions l'Office de l'eau a sollicité l'association Résilience dans le cadre des journées mondiales des zones humides, le 2 février, pour pouvoir organiser une journée comme ça et sensibiliser la population à l'importance des zones humides. Et on a ici la preuve que cette zone humide qui l'année dernière était décriée parce qu'il y avait des rejets d'eau usée dedans, les actions qui ont été menées ont permis d'avoir un retour à la qualité de l'eau et de l'écosystème. Et donc ces zones hébergent quand même une biodiversité exceptionnelle et nous avons tous à nous engager, l'Office de l'eau comme tous ses partenaires et comme toute la population d'ailleurs, pour protéger ce milieu exceptionnel. Du coup ça fait que les mares régulièrement vont s'assécher vraiment à sec et le problème c'est que les poissons qui vivaient dedans vont disparaître. Et donc c'est pour ça que parfois on a des épidémies de moustiques et après les maladies qui vont avec. Et donc normalement il faudrait remettre des golomines à chaque fois que la saison des pluies revient. Et il faudrait que chacun remette dans sa mare les golomines pour éviter que les moustiques se reproduisent trop. Même si c'est hyper important, les moustiques dans la chaîne alimentaire. S'il n'y a plus de moustiques dans le monde, on ne pourrait plus survivre parce que la plupart des écosystèmes sont basés sur les moustiques. Donc les larves dans les milieux aquatiques et les adultes dans l'air qui sont mangés par les libellules, par les chauves-souris, par tout ça. Les golomines, c'est des poissons qui ont été introduits et du coup c'est des animaux qui sont très résistants. Donc ce qui les tue vraiment c'est la sécheresse. Quand il n'y a plus d'eau, là ils ne résistent pas. Après on a une espèce locale de poisson qui s'appelle le kili des mangroves qu'on retrouve dans les mangroves et lui peut résister justement aux périodes de sécheresse. Il peut rester 2 mois en dehors de l'eau, il se met dans un trou de crabe et il respire avec sa peau. Donc c'est un poisson vraiment adapté à ces milieux hyper secs. Les zones humides en général ont un rôle un peu de filtre. Alors j'ai parlé du filtre effectivement comme le Rhin, mais c'est un rôle de gestion du cycle de l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Jarry il n'y a pas si longtemps? J'aime bien donner cet exemple, c'est plus parlant. Il y a eu, 3 heures de pluie et du coup les gens étaient sous l'eau, Pointe-à-Pitre, Jarry, tout ça. C'est parce qu'en fait ce sont des zones qui ont été construites dans des zones inondables où il y avait initialement de la mangrove. Donc en temps normal, la mangrove, si vous voulez, quand il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup d'eau qui arrive, elle l'emmagasine. Et quand on est en saison sèche, elle relargue. Donc ça sert un peu d'éponge, comme un tampon, ça relargue, ça redonne.
Et quand on la rase, cette fonction-là n'est plus respectée et du coup après nous on est inondés. Donc voilà un rôle. Et effectivement tout à l'heure madame a parlé des petits poissons etc. qu'on trouve dans la mangrove. C'est effectivement un réservoir de biodiversité parce qu'il y a des petits poissons, il y a des crabes, il y a des huîtres, il y a des oiseaux, il y a des iguanes, enfin bon voilà. Tout ça pour dire qu'il y a plein d'espèces qu'on retrouve et que c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de vie. Voilà donc globalement l'un des rôles importants des zones humides. On est à côté d'une zone en eau, on a l'Office de l'eau que je rappelle qui est co-organisateur de cet événement. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Office de l'eau? Non. À quoi sert l'Office de l'eau? Bon, on a madame la directrice de l'Office des milieux aquatiques qui va nous expliquer. Bonjour tout le monde, donc l'Office de l'eau, qui est très connu visiblement, est un établissement public qui est rattaché au conseil départemental. Alors nous sommes une petite équipe et nous avons des missions qui nous sont conférées par le Code de l'environnement. On a une mission d'étude et de connaissance des milieux aquatiques, donc on va mettre en œuvre une directive européenne qui s'appelle la directive cadre sur l'eau, qui a vocation à voir comment les activités humaines impactent les milieux aquatiques, comment les activités humaines impactent l'eau, et s'assurer que ces activités-là vont nous permettre tout de même de garder de l'eau à horizon 10 ans, 20 ans, enfin pour l'avenir. Donc comment ça marche? On va venir dans les milieux aquatiques, on va faire des suivis, on va regarder quelles sont les activités qu'il y a autour et on va faire le lien entre les activités et l'état des milieux aquatiques. Donc petite parenthèse, je suis assez ravie de voir que cette mangrove se porte mieux que l'année dernière puisqu'on avait une grosse pression ici. Je vois que tout le monde est un petit peu alerté sur ce milieu. On avait exactement sur un endroit qu'on va peut-être voir tout à l'heure, puisqu'il y avait un dysfonctionnement d'un poste de relevage. Et le problème a été réglé par le SMO. Donc c'est très bien. Donc c'est vraiment l'exemple flagrant de la manière dont nos activités peuvent impacter les milieux. Essentiellement l'assainissement et l'agriculture vont impacter les milieux, dégrader les milieux. Et on a les moyens de mettre en œuvre des actions qui vont empêcher cette dégradation. Donc au-delà de cette mission de connaissance des milieux aquatiques, on a une mission d'appui technique, on peut appuyer les collectivités, par exemple on peut appuyer le SMO pour la mise en œuvre des actions qui vont permettre de préserver les milieux aquatiques. Et enfin on a une dernière mission de formation et d'information sur ces milieux aquatiques, donc ce qui nous vaut l'honneur de cette journée pour laquelle je suis très contente de voir qu'il y a du monde, que vous êtes intéressés par notre environnement. L'an dernier, au mois de juillet, nous avons été alertés par la présence de poissons morts sur le site de Lens-Gros-Sable. Et nous sommes rendus sur place. Et effectivement, les poissons gisaient par milliers. Donc, comme c'était une problématique qui était récurrente, donc nous avons déposé une plainte au procureur de la République pour signaler ce problème au niveau de l'environnement. Et à notre grande surprise, un an après, nous sommes quand même assez ravis de constater que la mangrove a repris des couleurs, que de la couleur orangée, marron, qui était assez nauséabonde, il faut le signaler, parce que ce n'était pas seulement visuel, mais c'était aussi olfactif. Et là maintenant, il semble que les travaux ont été effectués, que notre alerte lancée sur les médias a certainement servi et que je constate que la mangrove a repris une couleur qui est quand même beaucoup plus naturelle et que les odeurs nauséabondes qui venaient du poste de refoulement ont disparu. En Guadeloupe, du coup, on retrouve deux variétés d'iguanes. Celui-là, c'est pas notre iguane à nous. C'est ce qu'on appelle l'iguane vert ou l'iguane commun qui vient de je sais pas où d'ailleurs. Et qui a tendance justement à être envahissant parce qu'il se reproduit, il se développe énormément, il mange beaucoup de choses. Alors que l'iguane antillaise, qu'on appelle Iguana delicatissima, qui est vraiment de chez nous et qui est une espèce très très menacée, on le retrouve uniquement en Guadeloupe à Petite-Terre et la Désirade. Okay, donc tous les iguanes que vous voyez en Guadeloupe là, qui ont la queue rayée et qui ont sur le côté une grosse plaque là, sur la joue, ce sont des iguanes verts, donc ce ne sont pas des iguanes locaux. L'odeur, on le ressent en goût. Ouais. Voilà, donc en fait, pas de choses particulières, mais
Ouais, c'est une odeur qui est transformée en goût. Je sais pas comment dire ça. Avec tous les problèmes qu'on rencontre là sur l'agroalimentaire, je pense que on va peut-être amener à aller plus dans cette direction-là. Enfin, après, moi, je sais pas, hein, mais nos enfants, voilà quoi, je pense. Moi, c'est plein de protéines. Hein, ouais, c'est ça. De toute façon, c'est un animal. Donc, forcément, c'est on verra demain si je tombe malade ou pas.